Dès l'instant de sa révélation au monde, le Lockheed L-1011 TriStar donnait l'impression que l'avenir était arrivé en avance sur son temps. Il affichait une configuration de moteur de queue distinctive et une technologie qu'aucun autre avion de ligne sur la planète ne pouvait rivaliser. Il promettait des vols plus doux dans les airs, des atterrissages plus sûrs et une cabine silencieuse, à une époque où les passagers étaient habitués aux moteurs assourdissants et aux descentes secouantes. Les compagnies aériennes ont suivi cela de près. Les concurrents s'inquiétaient, et pendant un bref laps de temps, il a semblé que Lockheed était sur le point de redéfinir les règles du jeu de l'aviation commerciale. Pourtant, l'histoire du TriStar allait démontrer que même l'avion le plus sophistiqué peut être mis à terre par des forces n'ayant rien à voir avec la piste d'atterrissage. Au Mi-Ability des années 1960, le monde du transport aérien commercial se tenait au seuil d'une nouvelle ère. Le Boeing 707 et le Douglas DC-8 avaient rapproché le monde et transformé les voyages aériens long courrier en quelque chose de banal. Mais un nouveau concept prenait forme, celui de l'avion gros porteur, une machine capable de transporter des centaines de passagers supplémentaires, d'offrir plus de confort et de réduire les tarifs, simplement par sa taille imposante. La réponse de Boeing était déjà en marche, l'énorme Jumbo Jet 747. Mais pour les transporteurs, particulièrement aux États-Unis, un fossé persistait entre ces jumbo long courriers et les jets à fuselage étroit de plus petite taille. Ils souhaitaient une machine capable de transporter plus de passagers qu'un 707, d'assurer des liaisons transcontinentales et certaines routes internationales, et ce, avec une rentabilité accrue. American Airlines a émis cette demande. Ses dirigeants envisageaient un gros porteur plus petit, d'environ 250 sièges, optimisé pour les vols intérieurs à forte densité, mais suffisamment polyvalent pour les liaisons outre-mer. Ce fut l'étincelle qui a allumé deux conceptions concurrentes. L'une venait de McDonnell Douglas, l'autre de Lockheed. Dès le tout début, les deux rivaux ont emprunté des chemins différents. McDonnell Douglas a proposé ce qui allait devenir le DC-10, un trijet à la conception simple et sans fioritures. Il devait utiliser les moteurs General Electric CF6, éprouvés, déjà testés et proches de la certification. Le moteur monté en queue était logé dans un conduit cylindrique droit qui traversait directement le stabilisateur vertical. Cela simplifiait les choses, accélérait la production et maîtrisait les coûts. Lockheed, cependant, ne voulait pas simplement égaler le DC-10, il voulait le surpasser. Leur proposition, le L-1011 TriStar, serait plus avancée, plus efficace et plus silencieuse. Mais ces ambitions ont entraîné des complications. Premièrement, Lockheed a opté pour un élégant conduit en S pour alimenter le moteur de queue. Plutôt que de canaliser l'air directement à travers la dérive verticale, la prise d'air était placée à la base de l'empennage et courbée vers le haut dans une gracieuse trajectoire aérodynamique. Cela offrait au TriStar un flux d'air plus propre, moins de traînées et un profil qui lui était propre. C'était de l'ingénierie artistique, mais l'art est plus difficile à construire qu'un simple tube. Deuxièmement, Lockheed s'est entièrement engagé sur un seul choix de moteur. C'était un bond en avant. Un turbofan à triple corps conçu pour offrir une économie de carburant exceptionnelle et un fonctionnement silencieux. Mais il était aussi entièrement nouveau, sans aucune option de secours. Si Rolls-Royce trébuchait, Lockheed trébucherait avec eux. McDonnell Douglas, en revanche, bénéficiait du confort de multiples fournisseurs de moteurs. Pourquoi ne pas en faire simplement un biréacteur et économiser le coût de ce troisième moteur? Parce qu'à l'époque, il ne le pouvait pas. Les réglementations de la FAA, façonnées par une philosophie de sécurité connue sous le nom d'ETOPS ou Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, limitaient les jets bimoteurs aux routes qui les maintenaient toujours à moins de 60 minutes d'un aéroport lors des vols au-dessus de l'Atlantique ou du Pacifique. Cette règle rendait les bimoteurs inutilisables pour de telles traversées.
3 moteurs signifiaient que l'on pouvait traverser les océans avec une marge de sécurité et sans escale. Pour les compagnies aériennes, c'était le point décisif. Le DC-10 et le TriStar pouvaient tous deux desservir des liaisons intérieures à fort trafic, comme Los Angeles à New York, et des routes transatlantiques vers l'Europe. Mais une fois de plus, Lockheed promettait davantage. Une plus grande autonomie, des cabines plus silencieuses, des autopilotes avancés, et même un poste de pilotage capable d'atterrissage entièrement automatique par visibilité nulle. Sur le papier, cela semblait impeccable. Mais ces extras avaient un coût, à la fois en dollars et en temps. Alors que McDonnell Douglas agissait rapidement pour mettre le DC-10 en service, le TriStar, le Lockheed, s'est retrouvé englué dans une lente spirale de revers techniques, d'obstacles à la certification et d'un problème externe dangereux. La faillite financière de son unique fournisseur de moteurs. Ce rebondissement, survenu à des milliers de kilomètres en Grande-Bretagne, allait faire dérailler le calendrier de Lockheed et donner au DC-10 une avance considérable. Une avance qui, dans l'aviation commerciale, peut marquer la frontière entre la domination et le désastre. Lorsque Lockheed a conçu le L-1011 sur les planches à dessin de Burbank, ils ont compris que simplement égaler le DC-10 ne suffirait pas. McDonnell Douglas avait déjà acquis d'importants clients, était prêt à voler en premier et prônait une philosophie du « bon suffisant pour l'instant ». Les ingénieurs de Lockheed, fiers de leur héritage en matière d'avions militaires, voulaient un avantage qui rendrait le DC-10 obsolète dès l'instant où les roues du TriStar quitteraient la piste. Cet avantage, c'était un moteur. Pas n'importe quel moteur, mais le Rolls-Royce RB211. Sur le papier, c'était une merveille. Le premier turbofan à triple corps au monde, promettant une poussée plus douce, un fonctionnement plus silencieux et une meilleure efficacité énergétique. Le General Electric CF6 du DC-10 ne pouvait pas l'égaler. Le RB211 permettrait au TriStar de voler plus vite, de monter plus rapidement et de consommer moins de carburant, tout en produisant suffisamment de poussée pour opérer depuis des pistes plus courtes. Et au-delà des chiffres, il y avait un facteur de prestige. C'était Rolls-Royce, un nom qui évoquait le raffinement de l'ingénierie britannique, capable de séduire les conseils d'administration des compagnies aériennes. Mais miser tout le programme sur un moteur flambant neuf et non éprouvé était un pari risqué, surtout un moteur développé à des milliers de kilomètres de la chaîne d'assemblage de Lockheed. McDonnell Douglas avait diversifié ses paris. Le DC-10 pouvait accepter le CF6 ou le Pratt & Whitney JT9D, lui offrant un filet de sécurité si un programme moteur échouait. Lockheed n'avait pas de telle option de repli. Le L-1011 était lié au RB211, pour le meilleur et pour le pire. Les premiers signes de problème sont apparus lorsque Rolls-Royce a commencé à chercher à réduire le poids. Les premiers RB211 se sont avérés plus lourds que prévu, ce qui a conduit à passer à des pales de soufflantes en fibre de carbone, un concept d'avant-garde au début des années 1970. Malheureusement, les pales avaient une fâcheuse tendance à se briser lors des tests contre les oiseaux ou les débris de piste. Les refontes ont coûté du temps. Le temps a coûté de l'argent, et l'argent, Rolls-Royce le brûlait à une vitesse alarmante. En 1971, le pire scénario s'est produit. Rolls-Royce a fait faillite. Le gouvernement britannique est intervenu pour nationaliser l'entreprise, mais cela a créé des maux de tête diplomatiques. Les responsables américains ont soudainement été confrontés à la réalité qu'un important avion de ligne américain dépendait d'un moteur provenant d'une entreprise étrangère nationalisée. Pour Lockheed, la chaîne de production a ralenti au ralenti pendant que les avocats et les politiciens se querellaient sur les conditions de sauvetage. Le DC-10, pendant ce temps, sortait régulièrement de Long Beach, remplissant des commandes de compagnies aériennes qui auraient pu autrement aller au TriStar. Ce qui est remarquable, c'est qu'à ce moment-là, les avantages techniques promis par le L-1011, des cabines plus silencieuses, une meilleure consommation de carburant, des montées plus douces,
sont devenus sans signification pour les compagnies aériennes qui avaient besoin d'avions maintenant. Le DC-10 était moins sophistiqué, mais il était disponible. Et dans l'aviation, la disponibilité est un argument de vente puissant. Ce retard n'a pas seulement entamé le carnet de commandes de Lockheed, il a brisé l'élan avant même qu'il ne se forme, les forçant à un jeu de rattrapage permanent. Et pourtant, les performances futures du RB211 prouveraient plus tard que l'instinct de Lockheed était juste. Le moteur deviendrait le favori des pilotes pour sa fluidité et sa fiabilité une fois qu'il aurait atteint sa pleine maturité. Mais au moment où il était prêt à briller, le DC-10 s'était déjà solidement implanté dans les flottes d'American, d'United et d'une liste croissante d'opérateurs étrangers. Lockheed entrait sur un terrain où son adversaire marquait déjà des points. La saga du RB211 n'était pas seulement un défi d'ingénierie, elle devint la première faille dans l'armure commerciale du TriStar. Le véritable rebondissement, cependant, fut que cette même technologie qui avait ralenti le L-10-11 allait, des décennies plus tard, influencer certains des biréacteurs les plus réussis de l'histoire. Un avantage dont McDonnell Douglas ne bénéficierait jamais directement. Lorsque le TriStar s'est enfin envolé en novembre 1970, il était tout ce que Lockheed avait promis sur sa fiche de performance. De l'extérieur, il avait l'air élégant, plus raffiné que le DC-10 avec son conduit en S caractéristique alimentant le moteur central. Mais la véritable magie se trouvait à l'intérieur. Les passagers entraient dans une cabine qui semblait plus silencieuse et plus spacieuse que tout ce que le concurrent pouvait offrir. L'architecture à triple corps du RB211 atténuait le grondement à basse fréquence, et la cabine large permettait des allées généreuses et des compartiments à bagages plus grands. De petites attentions qui rendaient les longs vols plus civilisés. À l'avant, les pilotes étaient accueillis par un poste de pilotage qui établissait de nouvelles références dans l'industrie. Le L-10-11 était équipé d'un système de contrôle de vol automatique très avancé pour l'époque, capable d'effectuer des atterrissages entièrement automatiques, une caractéristique de sécurité et de commodité bien en avance sur le DC-10. Cela signifiait que les équipages du TriStar pouvaient atterrir par visibilité quasi nulle, offrant aux compagnies aériennes un avantage opérationnel dans les aéroports souvent soumis aux intempéries. Le